Bonsoir à tous, bienvenue à la une ce soir, les charges du budget général de l'État. Contribuant à la mise en œuvre de la politique de développement social et économique, ces dernières ont fait objet d'évaluation en juillet dernier. Nous vous donnons les détails tout de suite. Scène tragique au nouveau port de pêche de Lomé. Un accident de 3 pirogues y a eu lieu hier, jeudi. Dans un instant, vous aurez les précisions selon le bilan officiel. À l'international, nous irons en Afrique du Sud. Une enquête a été ouverte cette semaine contre la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson et sa filiale belge Janssen Pharmaceutical. Pour quelles raisons, vous le verrez. Et enfin, face à la situation en Libye, l'Organisation des Nations Unies déclare que la plupart des morts auraient pu être évitées. Pourquoi une telle déclaration? On en sait un peu plus dans ce journal. Bienvenue à tous. Grâce au budget de l'État, le gouvernement togolais met en œuvre sa politique de développement social et économique. En fin juin dernier, les charges du budget général de l'État se sont évaluées à plus de 800 milliards sur le budget annuel. Les détails avec Bernard Canvi. Au premier semestre 2023, l'État togolais a dépensé 846,21 milliards de francs CFA, selon le dernier rapport de la Direction générale du budget et des finances. Autrement dit, l'État a fait 43,32% de dépenses de l'année pour un budget annuel de 1957 milliards de francs CFA. En comparaison à la période revue en 2022, il s'établit une progression de 22,84% des dépenses de l'État comparé aux 688,88 milliards de francs CFA dépensés. Selon ce rapport d'exécution du budget à fin juin exercice 2023, la progression de cette année s'explique par un accroissement des dépenses en atténuation de recettes, des dépenses de personnel, des dépenses de transfert et des projets d'investissement. Rappelons que le budget de l'État, exercice 2023, s'établit en recettes et en dépenses à 1957 milliards de francs CFA contre 1875 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2022, soit une hausse de 4,4%. Dans les détails, la loi de finances exercice 2023 consacre 48% des dépenses d'investissement relatifs au renforcement de l'inclusion et au développement du capital humain, 35% pour soutenir les secteurs productifs et 17% pour renforcer les capacités de l'État. Concernant les secteurs sociaux, 49% du budget leur sont réservés. Vous en aviez certainement eu écho, le nouveau port de pêche de Lomé a été le théâtre d'un accident de 3 pirogues dans la matinée d'hier, jeudi. Alors que de diverses informations continuent par circuler, nous vous livrons les faits tels que déroulés avec le bilan officiel dans le reportage qui suit. Une foule agitée, inquiète, face à une scène inhabituelle. 2 pirogues de retour sur les côtes du nouveau port de pêche de Lomé et visiblement en difficulté. Ce sont là les images qui circulent depuis ce jeudi sur les réseaux sociaux. Selon des sites d'information ainsi que des contenus relayés sur les réseaux sociaux, plusieurs seraient décédés dans cette situation que beaucoup imputent à l'étroitesse de l'entrée du port. Des informations démenties ensuite par le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Revenant sur les faits, les 2 pirogues de retour seraient parties à la rescousse d'une première embarcation, partie brisée en mer par une forte pluie. Les sauveteurs n'auraient également pas échappé à la situation, comme le montrent les images. Le bilan officiel, selon le site d'information Gapola, ferait état de 11 blessés, dont 2 évacués pour des soins d'urgence au CHU Tocoin et au CHR Bay. L'infirmerie du port autonome de Lomé aurait accueilli le reste des blessés. Les 3 navires, quant à eux, ont été endommagés, des produits de pêche engloutis par la mer et une partie du mur de façade sud-ouest du port de pêche détruite. Elim Tanguay, le ministre en charge de la pêche, dans ses propos rapportés, a indiqué qu'en période de haute marée, un système d'alerte pas drapeau était enclenché. De couleur rouge, le drapeau indique que la mer est dangereuse et que toute pêche est périlleuse durant tout ce moment. C'était d'ailleurs le cas ce jeudi. Les pêcheurs devaient se priver d'aller en mer, ce qui n'a visiblement pas été observé.
Les mariages et grossesses précoces sont des pratiques qui influencent négativement la vie des jeunes filles. Au Togo, malgré l'élaboration des politiques de lutte, le phénomène semble avoir la peau dure. Une nouvelle politique de lutte a été récemment adoptée dans le but de réduire spécifiquement l'ampleur du phénomène. Kofi Kligé. L'éducation de la jeune fille est toujours sous la menace des grossesses et le mariage précoce. Selon les auteurs impliqués dans la lutte, les traditions, les perceptions et les représentations culturelles protègent les auteurs des grossesses et mariages précoces. Ainsi, il revient de réviser les politiques nationales de lutte contre le mariage et les grossesses précoces. En effet, une nouvelle politique de lutte a été adoptée à Lomé en août dernier. Cette politique s'étendra de 2023 à 2027. Elle veut contribuer à améliorer le cadre juridique, légal, réglementaire et institutionnel en assurant aux adolescentes un accès et un maintien dans le système éducatif en leur garantissant une éducation sexuelle complète. Cette politique permet en outre l'accès à l'information aux services de santé sexuelle et de reproduction des adolescentes. Suivant les statistiques, au cours de l'année scolaire 2022-2023, 2474 cas de grossesse ont été enregistrés, dont 47 cas au primaire, 625 cas au collège et 802 cas au lycée. De l'autre côté, les cas d'abandon scolaire des filles sont aussi dus aux grossesses précoces. Pour preuve, sur les 7717 cas d'abandon scolaire au collège, 1160 sont dus aux grossesses. Au lycée, c'est 237 cas de grossesse sur 1058 cas d'abandon. Selon le représentant de l'UNICEF, l'éducation reste le pilier essentiel du développement personnel et de l'autonomie économique de l'individu. L'Agence nationale de la météorologie du Togo a fourni des stratégies et des techniques aux producteurs pour la campagne agricole dans les mois de septembre, octobre et novembre dans le sud du Togo. Les détails avec Harold Mensanto. L'Agence nationale de météorologie du Togo a fourni des stratégies et des techniques aux producteurs pour la campagne agricole des mois de septembre, octobre et novembre. Ces recommandations visent à réduire les risques d'inondation, de sécheresse et de maladies. Pour atténuer les risques d'inondation, il est recommandé de suivre de près les seuils d'alerte dans les différents cours et plans d'eau et de renforcer la communication des prévisions saisonnières. Les producteurs sont également encouragés à adopter des techniques de conservation du sol et à assurer le curage régulier des caniveaux d'assainissement. En ce qui concerne les risques de sécheresse, il est recommandé de semer dès les premières pluies, d'utiliser des variétés à cycle court, de prévoir des irrigations complémentaires et de choisir des variétés tolérantes aux maladies et au stress hydrique. Pour réduire les risques de maladies liées à l'eau, il est recommandé de sensibiliser la population sur les maladies climato-sensibles, d'adopter de bonnes pratiques d'hygiène sanitaire, de vacciner les populations et les animaux et de prévoir des stocks de médicaments dans les zones difficiles d'accès. Pour tirer profit des opportunités de cette petite saison, il a été demandé aux agriculteurs d'exploiter les eaux disponibles à travers la promotion de l'irrigation, des cultures de décrue et de l'aquaculture. Les structures en charge de la gestion des intrants et semences sont encouragées à faciliter l'accès aux semences améliorées pour les producteurs. Enfin, il est important pour tous de diffuser largement ces informations et de mettre en pratique les conseils afin de minimiser les risques et de valoriser les opportunités pendant cette petite saison des pluies. Place à l'actualité internationale. Avec le nouveau gouvernement de transition, de nombreux Gabonais espèrent désormais pouvoir toucher leur pension après plusieurs années d'attente. Un espoir justifié qui s'aligne sur la politique du gouvernement de transition qui entend réformer le système. Les détails. Au Gabon, les retraités attendent patiemment depuis l'aube à Libreville afin de récupérer leurs retraites qui n'ont jamais été versées. Le pouvoir en place s'est engagé à réformer le système de retraite après le renversement du président Ali Bongo le 30 août dernier. Les retraités autrefois résignés sont aujourd'hui des dizaines à patienter, pleins d'espoir. Certains d'entre eux n'ont rien reçu depuis des années. Je suis veuve, mais je n'ai pas encore touché même pas 5 francs de la pension de mon mari. Et les maladies ne font que me déranger. Même payer les scolarités de mes enfants, je n'arrive pas. Quand le moment arrive, comme le moment arrive là, j'ai les battements forts dans mon cœur parce que je ne sais pas quoi les expliquer, comment les calmer. Quelques jours seulement après avoir pris la tête du pays, le général Brice Oligui Nguema a dévoilé son projet de réforme du système dysfonctionnel.
Lui, j'ai déposé un dossier pour pension vieillesse, mais depuis lors jusqu'à l'heure, je n'ai pas encore de suite favorable. Je passe, je repasse, et depuis là même, je n'ai même pas encore reçu l'accusé de réception. Alors pour prétendre quand même avoir quelque chose. Donc, d'où ma présence ici ce matin pour le suivi, quoi. Bon, avant, c'était difficile parce qu'il y avait des gens qui mouraient. D'autres partaient en retraite et pour percevoir les pensions, ils attendaient des années. 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans. Ils ne percevaient pas leur argent. Et maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, on espère que les choses vont changer. Oligui s'était engagé à mettre fin aux souffrances des retraités et des malades et annoncer que le secteur privé prendrait immédiatement en charge la gestion des fonds de retraite et de santé de l'État. Donc il fallait impérativement que l'État intervienne pour essayer de relancer toute la gouvernance, améliorer justement cette gouvernance pour remettre la CNSS dans le droit fil. Donc je pense que c'est les décisions qui avaient déjà été arrêtées. Elle est beaucoup plus amplifiée avec le président de la transition qui veut des résultats rapidement parce qu'il tient à la protection sociale. Je pense que les différentes parties prenantes s'attellent aujourd'hui à régler le problème. Selon la Banque mondiale, 1 personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté dans le 3e pays le plus riche d'Afrique en termes de BIP par habitant. Et en République démocratique du Congo, un fait social qui prend de plus en plus de l'ampleur. Il s'agit des conflits fonciers, des litiges qui conduisent généralement à des expulsions dans la ville de Kinshasa. Le reportage qui suit traduit bien les faits. En République démocratique du Congo, les conflits fonciers entraînent fréquemment des expulsions de familles de leurs maisons, les laissant sans abri. Une scène devenue banale à Kinshasa où les convoitises et querelles autour de parcelles d'immeubles souvent familiales et très anciennes sont attisées par une spéculation foncière débridée et une corruption endémique. Eric Chiowan récupère son bien par la force. L'un de ses oncles l'avait vendu sans en être le propriétaire. Bon, la parcelle nous appartenait. Alors, l'oncle est venu, il a vendu ça à une autre tierce personne. Alors c'est à nous, nous sommes recourus à la justice et la justice nous a rendu et nous sommes venus maintenant et nous ont venu récupérer et la justice nous a réinstallés. Tout est jeté sur le trottoir, meubles, électroménagers, linge, vaisselle. Cette expulsion, appelée déguerpissement, est menée par un huissier épaulé par la police de Kinshasa. Rita Mitwens, femme au foyer de 42 ans, a les larmes aux yeux en racontant comment elle et sa famille ont été déguerpis 2 fois en 6 mois de leur appartement de Bandalungwa, dans le centre de la ville. Il y a une bande de gens qui sont venus me déguerpir avec 2 jeeps, avec 30 soldats à l'intérieur pour juste faire les trafics. Ils sont venus 30 et les gens du parquet, soi-disant c'est le parquet qui les a envoyés. Quels sont les documents qui vous a permis de venir me déguerpir? Il n'y a aucun document que j'ai vu dans mes propres yeux comme ça. On me dit que mets-toi à côté, regarde seulement l'opération. Il faut que les juges examinent qui a raison, qui a tort. Un matin comme ça, on vient t'exécuter, on va déguerpir, on va jeter tes histoires dehors. Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est une autre pratique, c'est ça que nous déplorons. Les batailles entre héritiers, les ventes illégales et les escroqueries sont devenues monnaie courante à Kinshasa. Les conflits touchent aussi bien les quartiers populaires que les plus huppés comme la Gombe. Nous partons en Afrique du Sud. Une enquête a été ouverte cette semaine contre la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson et sa filiale belge Janssen Pharmaceutical. Selon des informations recueillies par la Commission sud-africaine de la concurrence, plusieurs entreprises pourraient s'être livrées à des pratiques d'exclusion et à une tarification excessive de la bédaquiline. Une hypothèse plus ou moins soutenue par des groupes de défense de la santé en Afrique du Sud qui indique que la bédaquiline est facturée plus de 2 fois plus cher que dans d'autres pays à revenus moyens ou faibles. Pour rappel, la bédaquiline a été approuvée en 2012 et intervient dans le traitement de la tuberculose, principale cause de décès dans le pays avec plus de 50 000 morts en 2021. Nous poursuivons avec la Libye. Alors que des initiatives se multiplient à l'endroit du pays pour lui permettre de se remettre des dégâts occasionnés par le passage de la tempête Daniel, l'Organisation des Nations Unies soutient que la plupart des morts auraient pu être évitées. Qu'est-ce qui sous-tend cette affirmation? Les explications dans le reportage qui suit.
Le représentant permanent de la Libye auprès de l'ONU, Taher El-Soni, a qualifié les inondations dévastatrices qui ont frappé l'est de ce pays de phénomènes inédits. De son côté, Petteri Talas, directeur de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU, a lui estimé que la plupart des morts auraient pu être évitées si le service météorologique avait fonctionné normalement. Je ne peux donc pas vraiment confirmer les chiffres définitifs, mais il s'agit vraiment d'un niveau de magnitude élevé. Et je crains que nous n'entendions des chiffres vraiment importants. Les autorités de l'Est de la Libye, jeudi, dans la ville de Benghazi, ont approuvé un budget de près de 2 milliards de dollars pour aider les zones touchées par les inondations, alors que le nombre de morts a atteint 11 000. Le Parlement a également annoncé la formation d'un comité chargé de suivre les mesures à prendre pour faire face aux conséquences des inondations. En off, pour une seconde fois, la Méditerranée continue par être le théâtre des traversées de migrants africains. Entre janvier et août 2023, les arrivées irrégulières de migrants en provenance d'Afrique du Nord ont presque doublé comparativement à la même période qu'en 2022. Elle se chiffre désormais à près de 114 300, la Tunisie étant avec la Libye le point de départ de milliers de migrants qui partent à destination de l'Europe, particulièrement pour l'Italie. Selon des informations de l'agence de garde-côtes et de garde-frontières de l'Union européenne, des migrants arrivant par la Méditerranée centrale sont majoritairement de nationalité ivoirienne, égyptienne ou encore guinéenne. Cette situation de vague migratoire massive est loin de s'arrêter, ceci malgré que l'UE ait signé récemment un partenariat avec la Tunisie afin de réduire le nombre d'arrivées de migrants en provenance de son territoire. Et nous partons pour la Chine à présent. Le président zambien Hakainde Hichilema était en visite sur le territoire chinois. Une visite au terme de laquelle il a eu à échanger ce vendredi avec son homologue chinois Xi Jinping. La résolution du problème de la dette zambienne était au cœur des échanges. Au terme d'une visite de 6 jours en Chine, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping. Pékin assure avoir grandement contribué à la résolution du problème de la dette zambienne. Les relations d'amitié traditionnellement établies entre la Chine et la Zambie par les générations précédentes de dirigeants des deux pays ont résisté à l'épreuve de l'évolution du paysage international. La ligne ferroviaire de Tazara est un symbole de l'amitié entre la Chine et l'Afrique, et les peuples de nos deux pays partagent un lien spécial. Nous apprécions le rôle que vous jouez pour modifier de manière positive l'ordre mondial, afin que le Sud puisse prendre la place qui lui revient dans la Ligue des Nations. La dette de la Zambie est évaluée à 32,8 milliards de dollars, dont 18,6 milliards auprès de créanciers étrangers, notamment la Chine, son principal bailleur. Sport pour clore cette édition, la sélection nationale retrouve enfin le chemin de la victoire. Les hommes de Paulo Duarte ne seront certes pas à la CAN 2023, mais les résultats affichés ces derniers temps suscitent espoir, même s'il y a encore du chemin à parcourir. Est-ce une nouvelle ère pour les éperviers? Voyons cela avec Promisco Megbe, Bernard Canvi, Julien Edo. Même si la victoire des éperviers face aux requins bleus du Cap-Vert ne les qualifie pas pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, cette dernière reste pour plusieurs une bonne note qui vient couronner les efforts consentis jusqu'alors. La malédiction semble enfin levée pour l'équipe nationale togolaise qui n'a plus connu de succès à domicile depuis 4 ans. En termes de performance, sur les 4 derniers matchs que le pays a disputés, l'on note un match nul et 3 victoires. Pas un véritable exploit, mais ceci pourra amener une fois encore le public togolais amoureux du ballon rond à espérer de meilleurs jours de la part de la sélection nationale, même si cette dernière vient de rater pour la 3e fois consécutive la Coupe d'Afrique des Nations, mais également une Coupe du Monde. Il s'agit également d'un bon élan pour entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dont les premières et deuxièmes journées sont programmées entre le 13 et le 21 novembre 2023.
Le Togo devra se préparer sérieusement pour affronter ses adversaires et saisir chaque occasion pour accumuler des points et relever le défi de la qualification. Se retrouvant dans le groupe B, les hommes de Paulo Duarte devront affronter le Sénégal, la RDC, la Mauritanie, le Soudan et le Soudan du Sud. Toujours est-il que face à des adversaires de taille, ces éliminatoires ne devront pas être abordés à la légère. Pour rappel, avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, le Togo totalise ainsi 8 points et finit à la 3e place derrière le Burkina Faso et le Cap-Vert, les 2 équipes qualifiées du groupe B. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.